Bonjour. Si vous êtes intéressé par les questions de santé ou de développement personnel, de thérapie, vous vous êtes sans doute demandé comme moi si nous disposons aujourd'hui de preuves attestant qu'un être humain peut changer sous l'effet d'une psychothérapie. Ce qui renvoie à la question plus globale, est-ce qu'un être humain peut changer au cours de sa vie, dans ses capacités intellectuelles peut-être, dans sa personnalité, ou est-ce qu'on peut observer dans son corps des changements physiologiques sous l'effet d'une thérapie quelconque? Eh bien, examinons, si vous le voulez bien, chacune de ces questions passionnantes. Boris Cyrulnik, ce célèbre psychiatre et psychothérapeute, a vu toute sa famille exterminée dans le cadre de la Shoah. Il en était sans doute extrêmement traumatisé, ses capacités intellectuelles étaient affectées, et il raconte que, vers l'âge de 6 ans, on lui prédisait tout au plus qu'il deviendrait valet de ferme, comme on disait à l'époque. Quelques décennies plus tard, il est devenu cet intellectuel, ce scientifique, ce thérapeute de renom, habitué des plateaux de télévision, auteur à succès, conférencier. On voit donc que sous l'effet de ce qu'on appelle la plasticité neuronale, c'est-à-dire la capacité du cerveau tout au long de notre vie à tisser de nouveaux réseaux neuronaux, on peut changer profondément dans ses capacités intellectuelles. Ce qui fait dire à Boris Cyrulnik, en guise de conclusion, on peut être débile à 7 mois et viser le prix Nobel à 8 ans. Beaucoup d'entre nous sont convaincus que la personnalité s'installe dans les premières années de notre vie et qu'elle ne peut pas foncièrement changer ultérieurement. La plus longue étude de personnalité jamais réalisée montre, au contraire, que la personnalité peut radicalement changer au cours de la vie. Une enquête avait été menée en 1950 auprès de 1208 jeunes de 14 ans, et 6 questionnaires avaient été alors utilisés par leurs enseignants pour évaluer 6 traits de personnalité. 60 ans plus tard, des chercheurs ont retrouvé les participants de l'étude initiale, qui étaient alors âgés en moyenne de 77 ans. Ils s'attendaient à retrouver une certaine stabilité des traits de personnalité, mais au contraire, ils ont constaté qu'il y avait très peu de recoupement avec leur personnalité d'adolescent. On voit donc qu'en réalité, la personnalité peut changer radicalement au cours de la vie. Voyons maintenant si une pratique thérapeutique peut produire dans le corps des changements observables et éventuellement durables. Et pour l'exemple, appuyons-nous sur la pratique de l'EFT, Emotional Freedom Techniques, en français, technique de libération émotionnelle. Je vous explique brièvement le principe d'une séance d'EFT. On va exposer le patient à l'émotion qui le fait souffrir, à un souvenir traumatique et en même temps stimuler des points de terminaison de méridiens sur son corps. Les méridiens sont ces circuits dans lesquels circule notre énergie. En stimulant ces points de terminaison, je vais produire un changement sur un plan énergétique à l'intérieur du corps qui va transformer la mémoire traumatique et en libérer le patient. Une chercheuse du nom de Bess Maharaj s'est intéressée à l'effet de séances d'EFT sur l'expression des gènes. Donc après une séance d'EFT, on a procédé à un test salivaire et mesuré les nouveaux gènes qui s'étaient exprimés sous l'effet de cette séance. Cette séance d'EFT a eu des effets très significatifs sur l'expression de nouveaux gènes, en l'occurrence 72 nouveaux gènes favorables à la santé. Dans le cadre de certains de ces ateliers, certains participants sont branchés sur un électroencéphalogramme afin d'observer la combinaison d'ondes cérébrales qui représentent leur schéma personnel, leur signature en quelque sorte. Avant la séance, ces personnes sont souvent anxieuses, sans pont alpha, c'est-à-dire dans un état de déconnexion finalement avec leur inconscient.
Ce schéma se rapproche le plus souvent de ce qu'on appelle l'esprit du singe, avec beaucoup d'ondes bêta, ces ondes à haute fréquence, et notamment les ondes bêta+, qui représentent un état souvent de grande anxiété. Après la séance, la manière dont le cerveau traite l'information a profondément changé. Donc leur schéma personnel d'activité cérébrale maintenant se rapproche de ce qu'on appelle l'état d'éveil. On observe cette fois un grand pont alpha qui relie l'esprit conscient et inconscient. Donc on peut dire que ces personnes sont en contact avec la fréquence de bien-être des ondes θ et les ondes delta qui, elles, caractérisent la transe. On le voit donc, les résultats obtenus sont impressionnants et rapides en même temps. La question, bien sûr, est de savoir s'ils sont durables. Une autre étude menée en Californie à l'Institut Esalen, après des ateliers immersifs, cette fois d'une durée de 5 jours, s'est intéressée à cette question. Qu'en est-il 6 mois après? Eh bien, 6 mois après, on voit que le taux de cortisol reste encore diminué de l'ordre de 37%. Le cortisol, c'est l'une des hormones qui caractérise un état de stress lorsqu'elle est bien sûr en excès. L'immunoglobuline A salivaire, qui est cette fois un indicateur de l'efficacité de mon système immunitaire, a augmenté de 113%, toujours 6 mois après. Le rythme cardiaque au repos, lui, est inférieur de 8% à ce qu'il était avant l'atelier. La tension artérielle est encore inférieure de 6%. On voit donc que 6 mois après, la plupart des résultats obtenus se sont maintenus. Intéressons-nous maintenant aux effets physiologiques d'une autre pratique thérapeutique très en vogue depuis quelques années. Je veux parler de la méditation de pleine conscience. Une chercheuse du nom de Sarah Lazar à l'école médicale d'Harvard aux États-Unis a fait pratiquer un programme de méditation durant 8 semaines à des personnes qui n'avaient jamais pratiqué auparavant, à raison d'environ 40 minutes par jour. My research is focused on how yoga and meditation can impact the brain and the body, and how the brain and the body interact with one another. Après ces 8 semaines, qu'a-t-on observé? Eh bien, des changements profonds dans le cerveau, en particulier dans une structure qui s'appelle l'amygdale, qu'on appelle parfois le centre de la peur. L'amygdale, c'est cette structure qui est responsable de nos réactions lorsque nous devons ou combattre ou fuir. Autrement dit, lorsque notre survie est concernée. Après 8 semaines, la taille de l'amygdale a diminué. La matière grise dans l'amygdale, c'est-à-dire le nombre de connexions neuronales, a régressé et donc ces personnes sont devenues beaucoup moins sensibles à des stimuli extérieurs, à des événements extérieurs. Donc on voit que certaines pratiques thérapeutiques non seulement changent la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement de mon corps, mais peuvent aussi changer mon anatomie, et en l'occurrence mon anatomie cérébrale. Une forme de psychothérapie adaptée peut-elle maintenant avoir un impact sur une maladie dite organique, c'est-à-dire une maladie dans laquelle on repère, par des examens médicaux, des lésions par exemple. Il faut évidemment être très prudent lorsque l'on aborde ce type de questions pour ne pas susciter de faux espoirs. Que peut-on dire sans risque de se tromper? D'une part, qu'il y a un lien entre bon nombre de maladies organiques et des traumatismes. J'en veux pour preuve l'une des plus grosses et des plus longues études menées sur cette question, l'étude ACE pour Adverse Childhood Experiences. Cette étude a montré que les traumatismes vécus dans l'enfance augmentent considérablement la probabilité de développer à l'âge adulte bon nombre de maladies psychiques d'une part, mais aussi organiques, telles que l'obésité ou encore les cancers. En conséquence, si l'on traite les traumatismes qui sous-tendent probablement certaines de ces maladies, on se donne de bonnes chances de les voir disparaître ou à tout le moins régresser.
j'espère vous avoir apporté de bonnes nouvelles. En tous les cas, ce sont des faits qui nous indiquent clairement que nous ne sommes pas tenus en laisse toute notre vie par des traits de caractère qui seraient hérités de l'enfance et les symptômes qui souvent les accompagnent. Non, en prenant la décision de changer, et il ne faut pas se mentir, en usant avec vigueur, persévérance de certaines pratiques thérapeutiques, nous pouvons nous changer profondément dans notre esprit et notre corps, nous l'avons vu tout à l'heure. Et avec ce corps qui change, c'est le substrat de mes émotions, de mes sensations et de mes pensées qui changent. Portez-vous bien et à une prochaine peut-être. Au revoir.